Cathy Rouverol à la technique, Jean-Paul Pascal au micro, c'est la voix au chapitre. On renvoie au chapitre aujourd'hui Michel Raveau pour un très beau livre de photographie mais aussi de notices entomologiques, Bestioles de mon jardin, paru chez Complice Édition. Bonjour Michel. Bonjour. Vous êtes venu accompagné de votre éditeur, Gérard Rodger, donc de Complice Édition. Bonjour Gérard. Bonjour Jean-Paul. Voilà, c'est le seul éditeur qui accompagne très régulièrement ses auteurs dans cette émission et on l'en remercie. Oui, puis en plus le café est très bon le matin quand on arrive et j'en profite à chaque fois. On tourne maintenant vers Michel Raveau pour Bestioles de mon jardin, paru chez Complice Édition. Bonjour Michel. Bonjour Jean-Paul. Après les oiseaux de la Camargue aux Cévennes dont vous êtes venu nous parler l'année dernière, je crois, vous avez réduit votre champ d'action pour cultiver votre jardin, mais aux surprises, s'il s'est révélé être riche d'un monde animal dont vous ne soupçonniez peut-être même pas la diversité et la richesse. Alors effectivement, j'ai découvert pas mal d'espèces dont j'ignorais la présence dans mon jardin. J'ai écarté les brins d'herbe, j'ai regardé ce qu'on ne regarde pas d'habitude, parce qu'on a d'ordinaire, on a plutôt l'habitude de voir les choses en restant debout. Là, il faut se coucher dans l'herbe, il faut se rouler entre les buissons, il faut faire en sorte d'être près de l'action pour voir ce qui s'y passe. Et c'est intéressant parce qu'on découvre effectivement que les insectes, c'est pas aussi lisse qu'on le croit, c'est plein de poils. Ça a des formes très particulières, très tarbiscotées. Ça a un squelette externe, contrairement aux mammifères que nous sommes, contrairement, disons, aux vertébrés. Et le squelette externe a aussi des conséquences sur leur croissance. Les insectes, par exemple, pour grandir, il faut qu'ils se débarrassent de leur carapace en la fendant. Elle se fend sur le dos, donc ils émettent des enzymes qui vont permettre la digestion à un endroit précis du corps. Et un nouvel insecte un petit peu plus gros et parfois totalement différent d'ailleurs de ce qui lui a donné naissance, va sortir et gagner les brins d'herbe, gagner ensuite l'atmosphère pour y circuler. Voilà. Alors, avant de parler des créatures étranges qui le peuplent, on va essayer quand même de planter le décor. Est-ce que vous pouvez nous guider dans la visite de votre jardin ? J'ai un jardin de garrigue, c'est-à-dire j'habite donc au premier étage de la garrigue, à 100 mètres d'altitude, sur le flanc sud d'une colline. Et dans mon jardin, pour un petit peu améliorer, je dirais, le biotope, c'est une zone sèche, j'ai fait deux bassins qui sont en permanence, disons, en eau. Et ces bassins, totalement artificiels, je les ai creusés à la main, j'ai des pompes qui recyclent l'eau et qui créent des cascades. Donc ce sont peuplés de bestioles, ce qui fait que dans mon jardin, on trouve par exemple des libellules, on trouve des agrillons, on trouve des insectes qu'on trouve normalement très près de l'eau, puisqu'il y a de l'eau. Alors ça change un petit peu le biotope de garrigue, mais ça n'empêche que c'est une faune, je dirais, méditerranéenne essentiellement, c'est-à-dire une faune qui ne résiste pas à des températures trop basses et qui a des modes de vie qui lui permettent de franchir toute l'année au cours des générations. Par ailleurs, bien entendu, c'est pas un jardin de production, donc je n'utilise pas de pesticides ou à minima, disons, ce qui fait que j'ai des pucerons qui engraissent des insectes mangeurs de pucerons. Il y en a pas mal, les névroptères, les coléoptères, certains coléoptères mangent des pucerons et surtout se nourrissent du miellat des pucerons. Le miellat des pucerons, c'est une base importante de nutrition pour beaucoup d'insectes. C'est une substance sucrée. Si vous vous garez sous un platane et que vous trouvez des espèces de trucs collants sur votre pare-brise le soir, sous un arbre d'ailleurs quel qu'il soit, c'est un miellat de puceron qui est tombé sur votre pare-brise et vous aurez du mal à le faire partir. C'est collant, ça ramasse la poussière et ça part difficilement. Voilà, ce miellat, donc c'est une substance sucrée qui est issue du suc des arbres qui sont piqués par les pucerons. Tous les arbres sont couverts de pucerons, contrairement à ce qu'on pourrait croire, même quand on ne les voit pas parce qu'ils sont trop loin, il y en a. Pas seulement les fèves ou les rosiers. Non, pas seulement les rosiers en tout cas, parce que les rosiers, c'est vrai que les pucerons sont friands des pousses de rosiers et principalement des hampes florales.
Alors, vous vous intéressez aux oiseaux, aux insectes après une carrière de vétérinaire. Il faut rappeler que vous avez été vétérinaire pendant toute votre vie. Oui, donc, ce sont des espèces que vous n'avez sans doute pas eu l'occasion de soigner, mais de manière plus générale, d'où vient cet amour des animaux, de tout poil, de toute plume, de toute patte? Je dirais que je suis devenu vétérinaire certainement par amour de la nature. Alors j'ai exercé bien sûr ma profession dans un cabinet de ville, hein, je m'occupais de petits animaux, d'animaux de compagnie, mais c'est, disons, par ce goût de la nature que je suis devenu vétérinaire. C'est pas donc j'avais le goût de la nature bien avant. J'ai vécu mon enfance à Aigues-Vives, donc près de Nîmes, Aigues-Vives dans le Gard parce qu'il y en a plusieurs. Là, j'ai pris le goût de la nature. Je partais seul. D'ailleurs, mes parents ne se souciaient guère de ce que je faisais à cette époque-là. J'étais pas. Vive la liberté. J'étais très libre et je les remercie d'ailleurs mes parents de m'avoir laissé cette liberté de courir les champs, de voir tous les animaux que je pouvais voir, d'attraper des cigales dont je me bourrais les poches pour les relâcher chez moi. Enfin, c'était vraiment... J'étais en osmose sans cesse avec la nature. Alors ces animaux, de manière générale, et puis plus récemment les oiseaux ou les insectes, vous les avez photographiés sous toutes les coutures. Hein. Alors au-delà de l'intérêt scientifique que vous leur portez, il y a aussi une expression artistique. Je trouve que vos photos sont, et ce n'est pas Roseline qui est photographe professionnelle qui me contredira, non, quasiment professionnel, oui. Ouais. Enfin en tout cas amateur très éclairé quand même. Hein. Voilà, Gérard est le seul photographe professionnel ici. Voilà. Mais voilà, donc je pense qu'on est tous d'accord, enfin bon, Gérard en particulier, puisque lui a travaillé sur ses photos a posteriori. Pour moi, ce sont de véritables œuvres d'art. Alors, quel est le lien dans votre livre, peut-être même dans votre démarche générale, entre la démarche scientifique, écologique et la dimension esthétique? Alors, la dimension esthétique, elle est nécessaire. Si une photo n'est pas belle, elle est plate et finalement personne ne s'y intéresse. Le but que j'ai en écrivant ces livres, c'est de transmettre une espèce de témoignage de ce qu'est l'époque actuelle dans le domaine du peuplement de la nature. Alors, cette démarche implique finalement qu'on s'intéresse un petit peu aux images présentées. Donc, il est bien clair que on fait venir des gens qui ne sont pas forcément passionnés par le sujet à la nature, en leur montrant, autant que faire se peut, de belles images de nature, avec des angles de prise de vue inhabituels, avec des vues inhabituelles, avec disons, des effets de lumière qui sont un petit peu travaillés. Je travaille toujours sans flash. Je n'utilise ni flash, ni moyen de stabilisation particulier. Je travaille au mieux avec un monopode. C'est-à-dire jamais sur trépied, jamais. Je suis toujours à main levée. J'essaie de ne pas trembler, parce qu'il n'y a pas toujours beaucoup de lumière quand on fait les insectes. En particulier, quand on photographie les oiseaux, c'est un peu différent, il y a plus de lumière. Mais les insectes, il n'y a pas beaucoup de lumière. Et c'est vrai qu'il faut des fois faire des photos au 15e de seconde, au 60e de seconde. Enfin, ce sont des vitesses relativement lentes. L'insecte ne bougeant pas forcément. S'il bouge, c'est raté. Mais il ne faut pas bouger soi-même. Bien sûr, sans ça, on a un flou de bouger et c'est moche. Il faut le jeter. Voilà, donc la photo est plutôt un chemin, alors. La photo, c'est un chemin. Oui. Non, est-ce que les autres photographes présents dans le studio partagent cet avis? Tout à fait. Roseline, rapprochez-vous du micro. Là. Tout à fait, oui. Je suis d'accord pour tout ce que vous avez dit. Gérard? Oui, en fait, il y a aussi, faut noter, je reviens sur le côté esthétique de la chose. Il y a, qu'en regardant les photos du livre, qu'on se rend compte qu'une mouche, c'est beau. Vraiment, les insectes sont magnifiques, ils ont des couleurs incroyables. Alors c'est vrai que on doit travailler un peu la couleur pour être vraiment esthétique, mais les insectes sont vraiment beaux et on s'en rend pas compte. Et j'étais surpris, moi, de voir la beauté et la couleur d'une mouche. Parce que c'est l'insecte le plus ordinaire, celui qu'on tue le plus souvent, qui nous agace le plus souvent. Et finalement, c'est un insecte qui est beau. Et on le voit bien sur le livre. Ça a de beaux yeux, surtout, les mouches. Ça a de beaux yeux, des beaux yeux rouges en général. Mais les tans ont des yeux encore plus beaux. C'est-à-dire, ils ont des yeux verts zébrés de rouge. Je ne sais pas si vous avez vu la photo du tan qui est sur une fleur, d'ailleurs, en l'occurrence, parce que je n'ai pas pris le temps en train de me piquer le bras. Donc, les tans fréquentent aussi les fleurs. Et le tan a de
très beaux yeux. Il y a vraiment des surprises là dans ce domaine. Donc voilà, donc votre jardin, en fait, c'est un véritable parc zoologique en miniature. Hein. Alors, effectivement, j'essaie de donner le goût de ces choses-là à mes petits-enfants, parce que j'estime, après tout, qu'on doit transmettre le relais d'une certaine passion. Quand on a été passionné, on s'intéresse à un sujet au-delà peut-être du raisonnable dans certains cas, mais il faut, je pense, faire passer les passions de façon transmettre les passions, pour être plus précis, de façon à ce que, pour l'avenir, évidemment, il y ait peut-être moins de catastrophes écologiques qu'on ne nous en promet. On vit une époque épouvantable, en ce sens que je trouve qu'on est d'un pessimisme terrible dans la presse grand public. On vous dit que quasiment tout a disparu, ou que si tout n'a pas disparu, ça va pas tarder. Prenez patience, vous en avez pour quelques années. La mer va monter, vous allez vous retrouver noyé, et vous allez surtout ne plus voir un seul être vivant. Bon, c'est caricatural. Il y a des animaux qui s'adaptent très très bien aux changements que subit le monde. Les changements que subit le monde. Il y a peut-être des questions de réchauffement liées à l'homme, mais il y a surtout une présence humaine qui est dominante maintenant, qui fait que les campagnes sont envahies d'habitats. Ce n'était pas le cas il y a ne serait-ce qu'une 60aine d'années quand j'étais enfant. Voilà. Voilà, donc vous pensez que quand on nous annonce la disparition totale des insectes pour dans 20 ans, c'est un peu pessimiste. Et dans le même temps, on nous annonce aussi qu'on va devoir se nourrir d'insectes si on veut passer le cap. Alors il faudrait savoir. Bon. Oui, Roselyne. Alors je voulais dire qu'au-delà de la dimension esthétique, qui n'est que l'apparence, il y a une dimension poétique dans ce que vous photographiez. Oui. Voilà, c'est ce que je vois. Je vous remercie, j'ai toujours aimé la poésie, mais si je fais de la poésie sans le savoir, en l'occurrence. Oui, je le crois, oui. Non, Gérard Non, moi j'écoute, je suis très attentif. Prenez des notes. Voilà. Alors, on pourrait croire que la vie de ces insectes dans votre jardin, que j'imagine, donc vous l'avez dit, exempt de pesticides et d'autres poisons, c'est un long fleuve tranquille. En fait, il n'en est rien. Là. Vous parlez volontiers de drame du jardin. Oui, parce que effectivement, dans les insectes, certains sont presque tous les insectes sont des proies potentielles pour soit d'autres insectes, soit d'autres animaux. Donc il est bien clair que les oiseaux, par exemple, insectivores, leur nom dit bien ce qu'il veut dire, ils mangent des insectes. Donc les insectes servent de proie à ces oiseaux. Et sans insectes, beaucoup d'oiseaux ont du mal à survivre. Bon. D'autre part, je dirais presque tous les oiseaux, d'ailleurs, parce que les oiseaux, pour en parler un petit peu, quand les petits sont tout petits, ils nourrissent, même les granivores, nourrissent leurs petits d'insectes qu'ils ont capturés dans l'herbe, des sauterelles. Alors les insectes, donc c'est la base de protéines animales nécessaires donc pour la croissance des petits. Tendre le coup peut-être à certaines passions véganes qui feraient que les enfants, mais c'est un peu vrai quand même, c'est mon opinion. On est ramené à la réalité là. Voilà. Alors on a parlé d'esthétique à plusieurs reprises. Hein. C'est un livre qui est à la fois esthétique et pédagogique. Donc esthétique par la qualité des vues, hein, on l'a dit, qui vont largement au-delà de la photo scientifique, et pédagogique parce que chaque chapitre s'ouvre par une notice explicative sur l'animal qui en est l'objet. C'est important pour vous cette dimension pédagogique? Oui, parce que évidemment on a besoin évidemment de donner la raison de l'appellation de chaque classe d'insectes. Pourquoi est-ce qu'on appelle un insecte un diptère, par exemple? Un diptère, c'est les mouches, les moustiques, les phlébotomes pour les gens qui connaissent. Eh bien, un diptère, il n'a qu'une paire d'ailes. Il a 2 ailes, une de chaque côté. Et la deuxième paire, celle la plus postérieure, est transformée en ce qu'on appelle un cuilleron. Bien, il faut le dire, diptère, ça veut dire qu'il y a 2 ailes. Lépidoptère, ça veut dire que les ailes sont recouvertes d'écailles. Donc, c'est entre autres. Les papillons, donc. Les papillons.
en l'occurrence. Alors, on va essayer d'entrer un tout petit peu dans le détail, quand même, assez rapidement. Le premier chapitre est consacré aux araignées, qui ne sont pas des insectes. Non. Et vous nous renseignez en particulier sur les méthodes de chasse de ces prédateurs. Alors, moi, j'ai découvert des choses extraordinaires, là. Alors effectivement, les araignées chassent de 3 façons dans mon jardin, 4 façons au total. C'est-à-dire qu'il y a des araignées qui sautent, qu'on appelle les saltiques. Il y a des araignées qui guettent leur proie sur une plante ou sur une fleur qui va être visitée par des insectes volants. Ce sont les thomises. Et il y a les araignées qui font des toiles dans mon jardin. Alors, il y a une 4e espèce, ce sont les araignées qui chassent à court et qui poursuivent les insectes, les lycoses, Lycoses, donc du loup, hein, c'est les araignées loups. Les araignées donc du jardin, eh bien, elles chassent de différentes façons. Toutes les araignées ont un venin. Alors, il ne faut pas non plus faire une phobie des araignées, puisque l'araignée, dans la majorité des cas, ne peut pas injecter son venin, parce qu'elle n'a pas des chélicères, les pièces buccales qui permettent d'injecter le venin, s'appellent des chélicères. Ce sont des crochets à venin qui sont reliés à une glande, et la quantité de venin, bien sûr, nécessaire pour tuer un insecte est extrêmement faible. Donc, pour un humain, ça n'a aucune conséquence. Par contre, les araignées peuvent mordre, et de façon douloureuse. Et Gérard en a été témoin. Un jour que j'étais en visite chez lui, récemment d'ailleurs, j'ai trouvé une grosse araignée dans la portière de ma voiture. J'ai voulu, en préservant l'espèce, bien sûr, ne pas la tuer. J'ai voulu l'attraper de mes doigts pour la poser par terre, et elle m'a mordu cruellement l'index gauche. Et j'ai saigné même. Je saignais. Oui. Par contre, je n'ai eu aucun problème d'envenimation. Voilà, vous avez l'air en plein de forme. C'était une grosse araignée. Pourtant, c'est une araignée qui faisait près de 2 cm, sachant que quand on parle de la taille d'une araignée, on ne parle que de la taille du corps. En aucun cas, les pattes ne sont prises en compte dans la dimension qui est donnée. Voilà. Oui, parce que l'araignée triche un peu sur son envergure. C'est son côté paraître. Voilà, je pense que c'est ça, oui. Alors, vous poursuivez donc avec la présentation d'une douzaine de familles d'insectes. Hein. Bon, on va pas s'attarder non plus sur les détails. Vous parlez quand même aussi des lépidoptères, hein, qui, les papillons, donc, que nous admirons tous pour leur grâce, mais qui commencent par être des chenilles qui peuvent ravager un jardin, voilà. même une région. Alors, comment est-ce qu'on trouve un équilibre entre la conservation de la nature et la lutte contre les ravageurs? Là, j'ai voulu faire valoir, disons, un problème qui est la classification, au fond, en utile-nuisible. On considère que les abeilles sont utiles. Bon, celui qui vient de se faire piquer par une abeille, il a une seule envie, c'est de tuer l'abeille en question. Enfin bon, ceci étant dit, les abeilles sont utiles effectivement à la pollinisation, et s'il n'y avait pas d'abeilles, s'il n'y avait pas globalement d'insectes pollinisateurs, on aurait beaucoup de difficultés, on n'aurait pas de miel bien sûr, mais on n'aurait pas non plus de fruits dans beaucoup de cas. Donc l'abeille remplit un rôle utile. Bon. Je dirais qu'à tous les stades de sa vie, elle est utile, puisque disons que il y a le miel qui nourrit les larves de l'abeille dans la ruche, qui servent de nourriture aux humains aussi, accessoirement, la gelée royale, etc., dont les ouvrières nourrissent la future reine. Qui peut servir dans des préparations de type médical. Donc, on peut considérer que l'abeille, globalement, est utile. Mais dans la même classe d'insectes, vous avez d'autres hyménoptères dont on se demande un petit peu à quoi ils servent. Les guêpes, par exemple, bon, ça sert à venir manger le sandwich que vous avez à la main, ça sert à vous enquiquiner quand vous dînez dehors le soir. Ça pique, c'est désagréable, c'est agressif quand on approche du nid, mais ça débarrasse la nature de beaucoup de cadavres parce que ça se nourrit de chair morte avant qu'elle n'entre en décomposition spontanée, etc. Donc c'est utile à ce titre-là. Bon, alors les lépidoptères, c'est exactement la classe d'insectes qui
pose problème en ce sens que l'insecte lui-même est très décoratif. C'est un bel insecte. L'épidoptère, c'est le papillon. Il y a de très beaux papillons un petit peu partout de par le monde. On sait, c'est une classe d'insectes extrêmement nombreux. Il y a environ 150 000 espèces de lépidoptère de par le monde. Papillons de jour qu'on voit tout le temps, les papillons de nuit qu'on voit moins, qui sont moins jolis. Et là, on en vient à la larve du lépidoptère. La larve, c'est la chenille. La chenille, elle bouffe tout. Elle mange... chaque chenille a sa nourriture de prédilection. Il faut savoir que les insectes... on connaît actuellement la pyrale du buis, dont on parle beaucoup, dont mon livre comporte une photo de la larve, la chenille, parce que c'est un ravageur épouvantable. La pyrale du buis, c'est un insecte qui a été introduit venant d'Orient, si je me rappelle bien, qui a été introduit accidentellement, et qui fait des ravages actuellement dans la nature et dans les jardins. Les jardins à la française, il faut quand même savoir que ce sont des jardins où il y a des allées de buis, et ce buis prend une triste mine quand on... alors, comment on détruit, puisque c'était au fond le sens de la question. Et là, évidemment, il y a un problème. Il faut traiter spécifiquement autant que possible. C'est difficile de traiter avec des pesticides, parce que là, en l'occurrence, on n'a pas trop d'autres moyens. On peut toujours écraser les chenilles les unes après les autres, mais enfin, ça va pas très loin. Donc les pesticides, évidemment, ils tuent tous les insectes. Donc il faut les mettre à des endroits où d'autres insectes sont censés ne pas aller. Quant à l'action des pesticides sur les larves elles-mêmes, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne croit. Les pesticides, ça agit peu sur les chenilles. La chenille processionnaire du pin, par exemple, pour la détruire, on a trouvé un moyen, qui est un moyen biologique, qui est le bacille de Thuringe. Le bacille de Thuringe donne aux chenilles qui vont sortir la nuit pour se nourrir sur les rameaux qui entourent le cocon. Le bacille de Thuringe provoque donc des problèmes digestifs mortels pour la chenille. C'est comme ça qu'on a sauvé les Landes. Voilà. Mais écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions, Michel Ravaud. Merci pour votre présence avec nous aujourd'hui. Donc, je vous rappelle le titre de votre ouvrage, c'est Bestioles de mon jardin, et c'est paru donc chez Complice Éditions. Gérard, un petit mot avant de laisser la parole à Roselyne, oui, sur les dernières parutions de Complice. Oui, mais juste avant, du coup, je regarde les insectes un peu différemment aujourd'hui, et j'ai appris quelque chose d'étonnant sur l'abeille. C'est qu'une abeille, au cours de toute sa vie, va fabriquer en gros une cuillerée à café de miel. Et finalement, quand on mange une cuillerée à café de miel, on mange le travail de toute une vie. Je n'en étais pas rendu compte avant. Oui. Oui. C'est le point de départ de réflexion intéressante. Au chapitre s'éteint pour aujourd'hui. Merci à Jérôme présent vers